Écoutons Marianne Kotonov, notre envoyée spéciale en Ukraine. En tout cas, Darius, c'est une énorme brèche qu'a réussi l'armée russe à travers la défense ukrainienne. Une avancée de 11 km. La route entre Drobopila et Kramatorsk est coupée, ce qui va poser bien sûr des problèmes de logistique, des problèmes aussi de communication. Et puis surtout, cette avancée, elle vient par l'ouest et non pas par l'est comme d'habitude, donc vers Pokrovsk. Et là, c'est là où est le danger pour les Ukrainiens, parce que s'ils arrivent à percer jusqu'à Poltava, les Ukrainiens sur place nous disaient qu'en fait, à ce moment-là, ils pourraient avancer de plusieurs centaines de kilomètres carrés par jour, comme c'était le cas lors de l'invasion en 2022. Donc on sent qu'il y a vraiment un vent de panique qui souffle sur cette région parmi l'armée ukrainienne. Il a fallu repositionner des troupes, appeler en renfort des réservistes afin qu'ils puissent tenir la défense. Et bien sûr, cette désorganisation est pointée du doigt par les militaires sur place qui nous disent qu'il faut tout réorganiser et très vite parce que les conséquences pourraient être dramatiques. Cyril Gélibter. Alors, 2 points. D'abord, rapidement, je note effectivement que je vois des responsables ukrainiens s'emballer. Je pense par exemple à ce haut responsable de Azov, c'est Bogdan Krotevich, qui a fait un tweet et qui dit, qui est très critique sur ce qui se passe, qui dit Pokrovsk et Leningrad sont presque encerclés, Konstantinivka est à moitié encerclé, l'ennemi avance vers Kramatorsk et Druzhivka. Donc peut-être que c'est aussi moyen de valoriser son régiment. D'une part. D'autre part, et tu ne m'as pas laissé terminer tout à l'heure mon raisonnement, je me suis demandé que les Russes aient attaqué à l'ouest alors que les Ukrainiens s'attendaient à l'est. Et je me suis demandé, je n'ai pas de réponse, j'aurais voulu poser la question à Marianne Kotonov, soit en passant, si les Ukrainiens ne se sont pas fait désinformer par les Russes. En gros, c'est déjà arrivé dans l'histoire, dans la guerre, que les services russes désinforment l'adversaire en leur faisant croire qu'on va attaquer sur tel front. Ils vont même faire des exercices en coordination avec l'état-major pour faire croire. Et en fait, ils attaquent ailleurs. Et ça, c'est très classique chez eux. Oui, non, ce qui est intéressant, c'est qu'hier soir, enfin tard vers minuit, les Ukrainiens considéraient que c'était une catastrophe. Et ce matin, ou en tout cas dans la journée, il semblerait qu'ils aient relativisé et effectivement, ils ont envoyé le bataillon Azov. Donc c'est un petit peu tôt pour juger. Oui. Et surtout que là, on ne parle pas, par exemple, d'une percée où ce serait une prise de contrôle, on parle encore une fois d'infiltration. Donc là, pour les Ukrainiens, s'ils arrivent à concentrer davantage de force, qu'on parle de drones, d'hommes ou de blindés, ils peuvent rétablir la situation. La deuxième chose, c'est que les Ukrainiens s'adaptent très vite. Je prends le dernier exemple en date d'un moment où les Ukrainiens se croyaient au bord de la rupture en plusieurs points du front. C'était les fameuses bombes planantes qui les ont amenés à revoir complètement leur tactique et leur dispositif. En 3 semaines, l'effet, on va dire, game changer dont on avait tellement parlé des bombes planantes était largement neutralisé. La dernière chose, enfin, c'est que si les Russes, aujourd'hui, continuent à vouloir grignoter à cet endroit, mais de l'autre côté, quand vous élargissez la focale, que vous regardez que la Russie n'a pris que 1% de la superficie de l'Ukraine sur toute l'année 2024, qu'il faut 6 fois plus de Russes tués ou blessés par kilomètre carré conquis en 2025 par rapport à 2022, la réalité est que cette percée, ça se trouve dans 3 mois, on n'en parlera même plus. Et d'ailleurs, ça fait des mois et des mois et des mois qu'on dit Pokrovsk, et c'est ce que vous dites toujours, Renaud Girard. En réalité, vous êtes de ceux qui relativisent la capacité conventionnelle de l'armée russe en disant ils n'arrivent même pas à prendre Pokrovsk. Mais là, si effectivement ils arrivent à le prendre, ça pourrait provoquer un effet psychologique de démoralisation de l'armée ukrainienne. Mais lorsqu'on écoute les Ukrainiens qui sont interviewés à Kiev par vos envoyés spéciaux, ou quand on prend les communiqués officiels, on voit que quand même, on ne sent pas cette démoralisation. On sent, on dit, bon, on a des problèmes, mais on tient bon. Donc on est plus dans la situation, je dirais, on a un espoir de l'armée française au printemps 1918. On a beaucoup de problèmes, mais on tient et on a de l'espoir parce qu'on sait que, comme disait Pétain, les chars et les Américains allaient venir. On est plutôt dans cette situation. Première époque. Oui. Pétain, bonne époque, si j'ose dire. Voilà, oui, le commandant en chef de l'armée française en 1918, sous les ordres ensuite de Foch. Et c'est donc on est plutôt dans cette configuration-là pour le moment
que dans la configuration. Les dates sont les mêmes, du 8 août 1918, où on a vu carrément Foch avancer de 50 km, et Ludendorff dit c'est le jour de deuil de l'armée allemande, et il s'est entendu avec Hindenburg pour dire au gouvernement allemand, parce qu'il ne voulait pas le faire lui-même évidemment, de demander aux Alliés, c'est-à-dire aux Français et aux Anglais, leurs conditions pour l'armistice. Regardez cette séquence. Elle est extrêmement forte. C'est un extrait du film Notre guerre de Bernard-Henri Lévy. Et je vous le disais, lui s'est rendu au cœur de Pokrovsk. Et la séquence est assez vraiment vertigineuse parce qu'il se rend dans une cave et rencontre un pauvre type qui est là, qui est relevé d'ailleurs de sa garde, de sa permanence qui dure depuis un peu trop longtemps. Regardez. Salut Pokrovsk, ville martyre, plus fantomatique encore que Bakhmout ou Chassiviar, mais que les Russes ne parviennent pas à prendre. Открывай. Et salut, toi, frère d'armes du droniste oublié que nous avions relevé l'autre jour dans la neige et le froid. Так, ви хто? Солдат. А коли до вас хтось приходив тут? Останній раз вообще? Вообще вже давно ніхто не приходив. Понятно. Вчора привезу, сьогодні утром привезу трошки під'їсти. Тоже, блядь, без засобів захисту похуїв, правда? Є засоби захисту. А хули ты их жизни, блядь? Так, понятно. Наверное, будем перемещаться у вас, блядь, правильно? Что тут делать? Часто прилетает сюда? Да, літають. Séquence incroyable où on voit à quel point les Ukrainiens tiennent, ils ont réussi à tenir. C'est des coriaces, hein, c'est comme les Russes, d'ailleurs, ils ont fait la guerre ensemble, ils l'ont gagnée en 41-45, c'est des coriaces. Et comme les Russes, ils n'ont pas livré Leningrad après plus de 1000 jours de siège. Ils ont tenu. C'était terrible. Ouais. Il y a eu beaucoup de famine à l'intérieur de la ville, mais ils ont tenu. Et donc, les Ukrainiens, comme les Russes, ce sont des coriaces. Le problème, évidemment, qu'ont les Ukrainiens, c'est que les Russes sont plus nombreux qu'eux et ils deviennent de meilleurs soldats qu'ils ne l'étaient au début de la guerre. Amiral Kholdefi, vous êtes toujours avec nous. On va entendre dans quelques instants le président Zelensky qui dit « Attention, Poutine n'est pas prêt à arrêter la guerre » et il parle bien derrière les lignes, bien derrière tout ça, des mouvements de l'armée russe. Quelles est selon vous les réserves? Quel est l'état des réserves de l'armée russe? De l'armée russe, pardon, j'ai pas très bien entendu. Quel est l'état des réserves de l'armée russe? Hier, sur notre antenne, Sergueï Girnov disait attention, ne sous-estimez pas l'armée russe. Il y a celle qui combat en Ukraine et derrière ça, il y a une sorte d'armée de réserve en Russie. Réservistes. Alors, il y a forcément des moyens en réserve impressionnants à l'échelle européenne. Et on le dit depuis le début, c'est ce qu'on appelle la profondeur stratégique. En termes de capacité militaire, comme il y a une profondeur stratégique en termes géographiques. Donc je ne pense pas que le problème, pour les Russes, ce soit un problème de réserve. Ces réserves sont peut-être pas très bien entraînées, sont peut-être pas très bien formées, mais je pense que Poutine est capable de mettre des hommes et des soldats sur le front pendant encore un certain temps, puisque bien sûr pour lui la valeur humaine n'a aucun prix. Donc là, il est prêt à fournir. Nous, je pense qu'avec notre regard occidental, nous qui comptons les morts quasiment un par un, on est très attentifs à cette capacité de tenir longtemps. Et c'est le problème numéro un des Ukrainiens, qui non seulement doivent être unis, soudés, volontaires, comme on le voit dans les reportages que vous faites, mais cela est étendu à l'ensemble de la population. Donc je ne crois pas qu'il y ait un problème de réserve du côté des Russes. Surtout que ces réserves russes, elles s'améliorent justement en fonction des retours d'expérience qui ont été faits.
Par exemple, on dit beaucoup depuis 3 ans, ça y est, les ressources en termes de chars, de canons, etc. soviétiques, le vieux parc soviétique que les Russes sacrifient, consomment en masse, s'épuise. C'est vrai qu'à l'horizon 2026 ou 2027, l'essentiel du vieux parc de chars et de canons soviétiques aura été épuisé. Mais de l'autre côté, ce que les Russes augmentent en termes de parc, ce sont des blindés légers qui sont beaucoup plus efficaces, y compris par rapport à la guerre des drones. Et surtout, les Russes ont quand même 30 000 recrutements par mois en moyenne, enfin 30 000 recrues supplémentaires par mois en moyenne. Il y a 3 ans, là aussi, on expliquait qu'ils ne pourraient pas tenir ce rythme. Non seulement ils le tiennent ce rythme, et en plus de ça, ils ont tendance à l'augmenter depuis ces derniers mois. La logique du pilon russe, hein, les villes qui ont été détruites, mais vraiment entièrement détruites. Alors Grozny, il y a déjà 25 ans, plus de 25 ans même, et puis Mariupol, mai 2022, Bakhmout, mai 2023, en février 2024, Avdiivka, ces images qui sont lunaires, et on est là à quelques heures de Paris. Là, il y a une logique profonde de l'armée russe, alors par l'artillerie et d'autres moyens. Oui, tout à fait. En fait, ils conquièrent des villes dans lesquelles il ne reste plus rien, ou des villages, et tout est détruit, effectivement. C'est leur tactique, ça a toujours été la leur, d'ailleurs, y compris... Enfin, du temps de l'Union soviétique, c'est différent parce qu'ils se défendaient, mais c'est vrai que, par exemple, les nazis étaient très surpris de ce rouleau compresseur russe, des vagues d'hommes qui avançaient, qui tombaient, et les suivants arrivaient, et ils n'ont pas changé, en fait, depuis cette époque-là. Ces progressions... Ils ont brûlé Moscou face aux Français aussi. Oui, en 1812.